Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsy, ici Farander pour vous parler d'NXT comme d'habitude. Aujourd'hui, on va parler de New Year's Evil, alors que j'ai vu hier midi, et ensuite il fallait que je bosse sur des dossiers, et ensuite j'avais du monde chez moi, donc pas le temps du coup d'enregistrer la vidéo. Donc je vais faire comme d'habitude avec mes souvenirs. Je pense que pour ce show qui a eu moins de matchs que d'habitude. Du moins, le show était assez long, hein, il a duré quasiment 1h40, mais pourtant il y a eu moins de choses qui se sont passées que d'habitude. Dans le sens où habituellement, euh, quand je découpe mes sons, quand je récupère des photos pour accompagner le son, en général je vais toujours pour la conclusion à la photo numéro 10. Que là j'arrive qu'à la photo numéro 8, donc c'est que il s'est passé moins de choses. C'est vrai qu'habituellement sur un show classique, il y a plus de petits matchs comme ça qui se succèdent, plutôt que là on a eu plusieurs matchs un peu plus longs. Il y a eu aussi l'interview de, de comment il s'appelle, de Ridge Holland, dont on parlera en conclusion si je m'en souviens d'en parler, parce que c'était pas non plus hyper intéressant ce qu'il a dit, même si je trouve que si t'es quelqu'un qui n'aime pas Ridge Holland, ça te donnait des raisons d'encore moins l'aimer comme interview. Donc j'ai trouvé que d'un côté il y avait un petit truc malin à faire pour globalement faire une sorte de heal de Ridge Holland, mais on en reparlera un peu plus tard. Alors oui, je suis désolé, il est peut-être entendre un petit soufflement, hein, parce que c'est mon ordi, je suis en train de télécharger un jeu qui prend beaucoup de temps, jusqu'à 50%, et je l'ai lancé hier, quand même assez tôt dans la soirée, enfin assez tôt, quand mes potes sont partis, donc quand même vers 23h, mais bon, il est quand même resté de 23h à 3h du mat, et là ça fait une petite heure, je suis qu'à 50%, c'est hyper long, c'est chiant. Je crois que quand je télécharge un jeu sur ma PS4, c'est quand même beaucoup plus rapide que sur le PC. Mais bon. En tout cas, si vous entendez souffler, sachez que c'est à cause de ça. Du coup, on commence avec la défense de titre de Lyra Valkyria contre Blair Davenport euh, pour le titre de NXT. Et j'avoue que je me suis demandé comment Lyra Valkyria allait gagner. Parce que quand même, Blair Davenport, c'est pas n'importe quelle île. C'est pas une catcheuse moyenne ou lambda. C'est quand même un sacré monstre, Blair Davenport. Elle est quand même censée avoir blessé Kayfabe, plusieurs autres catcheuses. Elle a quand même gagné des grosses victoires, hein. Elle a quand même battu Roxanne Perez dans certains matchs, qui est un peu la chouchou de NXT. Donc, tu te dis comment est-ce que Lyra Valkyria peut vaincre Blair Davenport sans qu'il y ait d'autres matchs plus tard, sans qu'il y ait de rivalité ou quoi que ce soit. Et j'ai trouvé que l'idée était plutôt maligne. Alors je trouve ça dommage parce que si on se débarrasse déjà de Blair Davenport du côté des title shots, eh ben, ça me ferait un peu chier parce que j'aime beaucoup Blair Davenport. Euh, mais bon, après, techniquement, la victoire Iron Survivor Challenge est censée te donner une chance et pas 10 000. Donc, bon, voilà. En tout cas, le match en lui-même, j'ai trouvé qu'il était très bien. Les deux femmes combinent très bien. On a eu des moves assez impressionnants, comme je crois que celle que j'ai prise sur la photo avec Blair Davenport qui fait une prise, qui d'ailleurs, je crois qu'elle se le prendra comme finish. A beaucoup joué en faveur de Lyra Valkyria. C'est ce moment où les deux sont à l'extérieur. Blair Davenport veut mettre un coup de genou dans la tête de Lyra Valkyria parce que c'est son finisher. Et Lyra, du coup, elle esquive au dernier moment et du coup, Blair Davenport se blesse en explosant la table des commentateurs. T'as un gros trou dedans. J'aime beaucoup le visage de Lyra Valkyria qui regarde en mode putain, il ressemblerait à quoi mon visage si je l'ai vraiment pris dans la gueule. Parce qu'il y a une puissance dedans, dans ce coup de genou. Euh, et au final, Blair Davenport, elle résiste quand même un peu. Elle tente quand même de se battre un peu avec ce genou. Elle tente de soulever Lyra Valkyria, mais elle a pas assez de force dans la jambe après ce qu'elle a fait.
Euh, Elle tente deux trois trucs. Il y avait un moment, ça aussi c'était magnifique. Et c'est triste de dire que c'est peut-être déjà fini pour Davenport, alors que celle qui a fait, à mes yeux, les moments que j'ai préférés du match. C'est comme un moment où, en gros, elle fait une sorte de guillotine à Lyra Valkyria dans les cordes. Et ensuite, elle monte sur la troisième corde pour faire une sorte de stomp. Alors, quand on le voit avec le ralenti, on voit bien que le stomp est au niveau des omoplates. Hein. Le but, c'est pas de tuer ton adversaire quand tu es dans un match. Mais t'as, je sais plus si c'est Vic Joseph ou Booker T au commentateur qui sont en mode oh, elle a fait un stomp sur sa nuque, machin. Tu vois, qui te vantent quand même le truc en mode hyper violent et tout. Alors qu'en vrai, on le voit au ralenti qu'elle lui saute sur les omoplates. Mais le move, il est trop bien. Et voilà. Du coup, un peu plus tard, Blair, elle le retente, mais elle a mal à la jambe. En plus, Lyra, elle esquive l'attaque, donc elle se fait encore plus mal. Et du coup, elle se fait enchaîner. Coup de pied retourné habituel. Une sorte de prise, je sais plus comment elle s'appelle. Et au final, victoire de Lyra Valkyria qui conserve son titre euh, et qui peut notamment remercier euh, la table des commentateurs d'avoir blessé Blair Davenport, bien sûr, qui est fait. Euh, du coup, après match, là, gros étonnement, Lola Weiss qui arrive avec un arbitre pour cashing son contrat, parce que oui, le contrat Breakout Tournament peut être utilisé comme le Money in the Bank. Et ça, je trouve ça génial, parce que c'est un peu chiant en fait, tu sais, quand tu gagnes des contrats, mais que tu l'utilises en mode ouais, bah moi je suis là, je suis gentil, je suis. J'ai pas le terme précis, mais tu vois, en mode moi je suis beau joueur. Je suis beau joueur, donc je te préviens. Voilà, tel jour on s'affronte. Comme ça, on est tous les deux en pleine forme et machin. Ah, je trouve ça un peu chiant. Je trouve ça un peu chiant. Par contre, les gens vicieux là, comme Lola Weiss, franchement, j'adore. T'attends que le champion, la championne, du coup, dans ce cas-là, hein, précis, soit quasiment KO après un match. Tu te ramènes, tu le termines, hop, grâce à un match de championnat. Franchement, moi, je trouve ça trop bien. De toute façon, c'est le principe du Money in the Bank, hein. Mais pouvoir faire la même chose avec le breakout, enfin le contrat du breakout tournament, je trouve ça vraiment trop bien. Je doute, vu le personnage d'Obafemi, que Obafemi le jouera en mode vicieux, si en plus c'est toujours Dragunov champion, c'est sûr que, bah, ou même Trick Williams, hein, mais c'est sûr qu'ils vont se la jouer grands hommes, et puis voilà, hop, on fait tel match à tel moment, c'est quasiment sûr. Mais avec le personnage de Lola Weiss, franchement, il y a de quoi faire plein de petits coups de pute comme ça. Et personnellement, moi j'adore. J'adore je préfère de loin les méchants. Sauf quand certains personnages de gentils ont des bons persos. Ensuite, on a eu un 3 contre 3. Donc le No Quarter Catch Crew avec Miles Bourne, Drogulak et Damon Cook. Du coup, Charlie Dempsey qui avait fait le match de championnat il y a une ou deux semaines, du coup, n'est pas dans ce match par équipe contre la LWO. Donc il y avait Joaquim Wild, Cruz del Toro et normalement il aurait dû avoir Dragon Lee. Mais dès ce que j'ai compris en suivant la vidéo de Total Catch, apparemment il y aurait une question de problème de papier qui fait que Dragon Lee ne pouvait pas venir catcher. Ce qui est quand même assez particulier de donner le titre à quelqu'un qui a des problèmes de papier. Alors bon, ça peut se régler assez vite, mais tu dis bon, c'est un peu bizarre parce que du coup tu perds de la visibilité, enfin ton champion perd de la visibilité, le temps de régler ces problèmes-là. Et on connaît tous l'administration, hein, ça peut être assez rapide comme ça peut être méga méga lent. Donc j'espère quand même pour Dragon Lee que ça ira vite parce que Dragon Lee, je crois que j'ai quasiment jamais vu de mauvais match avec lui. En plus, maintenant qu'il est champion, bah, on attend que ça de voir toutes ses futures défenses. Et du coup, bah, comme il peut pas être là, il est remplacé par Carlito. Euh, alors j'avoue que sur le coup, j'ai été déçu quand j'ai vu Carlito. En même temps, on peut pas mettre Rey Mysterio parce que Rey Mysterio, il vend une blessure. Alors, ou je crois qu'il est vraiment blessé, je sais plus. Parce que je sais qu'il. Ouais, non, je crois qu'il est vraiment blessé. Mais après, ils ont fait genre, c'est Santos Escobar qui a causé sa blessure. Mais oui, c'est ça. C'est le fait que Santos Escobar blesse Rey Mysterio qui est faux, mais la blessure est réelle. Voilà, ils ont juste créé un segment autour de la blessure. Ce qui est souvent le cas dans le monde du catch.
quand des catcheurs sont vraiment blessés, on crée un petit segment hop où on les blesse et comme ça tout le monde y croit, ça rend le méchant encore plus détestable. C'est d'ailleurs ce qu'ils avaient fait avec Blair Davenport, hein, avec trois catcheuses qui s'étaient blessées, hop, ils ont fait bon, allez hop, c'est Blair Davenport qui a agressé et blessé les trois. Paf, comme ça, elle arrive, elle est détestable à peine dès son arrivée, donc c'était parfait. Euh, mais oui, comme je disais, du coup j'étais déçu de voir Carlito parce que Carlito c'est plus le même qu'il y avait dans les années 2000 où il était beaucoup plus agile qu'aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, si on devait faire une comparaison, c'est un peu comme Randy Orton. C'est les autres font les trois quarts du match, moi j'arrive à la fin, je fais mes deux trois prises favorites et puis voilà, on termine le match assez vite. Et en soi, je peux pas le reprocher à ces mecs-là. Que ce soit Randy Orton ou Carlito, ils ont tous les deux un finisher qui leur explose le dos, hein, entre le backstabber et le RKO. En plus, ils ont fait des très bonnes carrières. Bon, Randy Orton, quand même, une carrière plus grandiose, plus prestigieuse que Carlito, hein. C'est triste pour Carlito, mais c'est comme ça. Euh, mais voilà, ça fait longtemps qu'ils catchent. Et forcément, leur corps aujourd'hui doit être hyper endolori par toutes les chutes qu'ils ont fait depuis plus de 20 ans. Je sais pas si Carlito a continué à catcher dans le circuit indépendant après avoir quitté la WWE. Mais en tout cas, ça n'empêche pas que le corps il prend cher quand tu fais du catch. Et ça, les fans ont très très souvent tendance à l'oublier. Voilà. Du coup, sur le coup, j'ai été déçu, mais je dois avouer que j'ai quand même vite repris une hype énorme, notamment par le comportement du public. Le public qui a été hypé comme jamais. Ils n'ont pas arrêté de crier Carlito, Carlito. Ils étaient en mode là, hit the apple et tout, parce que bon, on connaît tous Carlito. Moi, le premier souvenir que j'ai quand je pense à Carlito, c'est face à John Cena, où il est en train de bouffer une pomme et de lui cracher la pomme à la gueule. Donc, forcément que les gens, ils ont envie de voir que ça. Quand Carlito est pas sur le ring, les gens veulent voir Carlito sur le ring. Et honnêtement, j'avais jamais vu Joaquim Wild et Cruz del Toro catcher. Alors, parmi la LWO, j'avais déjà vu Carlito catcher dans les années 2000, parce que quand je regardais à l'époque, entre 2007 et 2010, ou 2008-2010, bref, quand je regardais dans cette période-là, Carlito était encore là, avec Primo et tout ça. Forcément, je connais très bien Rey Mysterio, Santos Escobar, ils avaient fait une masterclass avec Dragon Lee, notamment, et Joaquim Wild et Cruz del Toro, c'est les que j'avais jamais vu. Parce que Zelina Vega aussi, j'ai vu quelques matchs et vous verrez dans une vidéo qui sortira cette année euh, où j'ai dit que Zelina Vega, j'ai appris à l'aimer pendant cette année 2023. Avant, j'en avais rien à foutre et là, j'ai appris à l'aimer pendant cette année 2023 et la LWO en est notamment pour beaucoup. Bref. Euh, et du coup, les anciens partenaires de Santos Escobar, je les avais jamais vus catcher. Parce qu'ils n'ont jamais fait de match en PLE. Sinon, je les aurais eu. Et du coup, là, je me suis dit, mais ces mecs, ils sont incroyables. Faut vraiment que Hunter les mette beaucoup plus en avant. Qu'ils aient des chances pour les titres par équipe ou je sais pas. Mais tu peux pas avoir ces mecs-là et ne quasiment rien en faire. Parce qu'il faut se l'avouer. Dans la LWO, à part Rey Mysterio, bon, Santos Escobar n'en fait plus partie, mais à part Rey Mysterio, Santos Escobar et Zelina Vega, les autres ils foutaient rien. Et pas parce qu'ils ont envie de rien foutre, mais parce que Hunter ne faisait rien avec eux. Et c'est hyper triste. Bon, maintenant que le groupe il s'est scindé en deux, que d'un côté on a Santos Escobar avec Humberto Carrillo et Angel Garza, et que de l'autre côté on a Rey Mysterio, Carlito, Joaquim Wild et Cruz del Toro, déjà ça rééquilibre les choses. En plus, avec un Rey Mysterio blessé, du coup on peut faire des 3 contre 3, en sachant qu'en plus Santos Escobar a notamment fait son heel turn sur Carlito et Rey Mysterio, donc ça ferait sens. En plus, il a lui-même agressé ses anciens partenaires de Legado Fantasma, d'El Fantasma, donc euh, il y a clairement des choses à faire dans le roster principal et il faut que Hunter il le fasse parce que là, mais c'était incroyable, hein. Je crois que, encore une fois, vous commencez à le savoir, hein, je déteste les matchs par équipe, c'est les matchs en général que j'aime le moins, mais alors celui-là, pour moi, c'est limite le meilleur match de la soirée. C'est le match que j'ai préféré de la soirée, honnêtement.
Euh, C'était incroyable, surtout ce moment. Alors, ce sera la photo qui sera en conclusion, mais je crois que c'est Joachim Wild qui se fait propulser à l'extérieur du ring, mais il a volé. C'était impressionnant. L'idée et tout, franchement, c'était génial. J'ai adoré. Tout le match en lui-même, j'ai adoré. Voilà. Et au final, on a eu une victoire de la LWO avec Joachim White qui s'est débarrassé de Drew Gulak et soit de Miles Bourne ou Damon Cape à l'extérieur du ring. Ensuite, on a Carlito qui a fait son fameux backstabber et tout, qui a placé Damon Cape pour que euh, Cruz del Toro termine le match. Donc voilà, victoire de la LWO. Bien sûr, le public voulait absolument que euh, Carlito croque sa pomme. Et du coup, bah, il l'a fait. Il a craché à la gueule de Drew Gulak à l'extérieur du ring. Il a célébré avec le public. Bref, tout était parfait. Franchement, j'ai adoré ce moment. Et pour quelqu'un comme moi qui aime pas trop les matchs par équipe, franchement, vous pouvez aller voir. Vous allez passer un bon moment. Ensuite, on a eu le match le moins intéressant de la soirée. Et ça me fait mal de le dire, parce que j'aime bien ce que fait Ariana Grace. Son personnage hyper détestable, j'adore. Et Roxane Perez, bah c'est Roxane Perez, je sais pas comment on peut détester Roxane Perez. Mais ce match était... En fait, déjà, le match en lui-même était pas hyper intéressant, quoi. Déjà, t'as un match juste parce que Roxane Perez a foutu une baffe à Ariana Grace backstage, et ensuite parce que comment dire, Ariana Grace est partie se plaindre aux officiels en mode de oui, l'autre m'a mis une baffe, faudrait qu'elle aille voir un psy, machin, et puis au final, ça se termine en match entre les deux. Ce qui est très triste pour elle. Mais ça fait que déjà la rivalité, tu te dis, ça part pas sur un truc non plus incroyable. Bon, après, des rivalités qui partent pas sur des trucs incroyables, c'est très souvent à NXT, hein. Souvent, c'est oh tiens, ils se sont disputés backstage, hop là, rivalité. T'as celle qui me fait très rire quand je vois les vidéos, enfin, que je voyais les vidéos de Sturi sur le début de rivalité entre Kiana James et Fallon Henley, qui avait débuté juste parce que non, c'était pas, c'était entre Tiffany Stratton et Fallon Henley. Dans Kenna James ou Fallon Henley ou... Dans tous les cas, il y avait Fallon Henley, si je dis pas de bêtises, où vraiment la rivalité débutait juste parce que t'avais une meuf qui avait pas permis à Fallon Henley de dire bonjour à Asuka ou quelqu'un d'autre. En bref, je sais qu'il y avait un rapport en mode ah, tu m'as empêché de dire bonjour à Asuka, donc allez hop, on part en rivalité. Bref, t'as peut-être des fois des trucs, c'est un peu stupide, les façons dont ça part en rivalité. Des fois, t'as des trucs un peu plus intéressants, mais c'est comme ça. Du coup, là, ça part juste sur une histoire d'une baffe. Paf, on part en match comme ça. Bon, ok. Les deux ont fait un match en soi qui est pas si mauvais que ça, mais en fait, il n'y a pas tant d'enjeux. On a quand même eu un match de championnat. Ensuite, on a eu deux équipes qui s'affrontent pour parce que du coup l'équipe de Drogolak veut revenir en force après avoir perdu une chance pour le titre nord-américain et veulent montrer de quoi ils sont réellement capables. Euh, Ensuite, le match suivant, c'est celui qui perd devient servant de l'autre, ou servante, parce que c'est un match féminin. Tu te dis, là, il y a de l'enjeu, surtout qu'on a tous envie de voir une certaine personne perdre. Ensuite, on a la finale d'un tournoi. Ensuite, on a un match pour devenir challenger numéro un au titre de Dragunov. Et là, t'as celui-là qui est juste, bon bah, c'est parce que je t'ai mis une baffe, on fait un match. Tu dis, ok, avec tout le reste de la carte, en fait, déjà, le postulat de base, il fait un peu tâche. Mais ce qui fait beaucoup plus tâche, c'est la fin du match. La fin du match qui n'a aucun sens. Voilà, hein, je crois que il faudrait que Sturi fasse une vidéo où il appelle Michel Beaujolais pour nous expliquer cette fin, parce que tout simplement, à la fin, Roxane Perez gagne avec son Pop Rocks, malgré qu'elle s'était faite aveugler par Ariana Grace qui avait tenté de tricher. Euh, et du coup, victoire de Roxane, tout se passe bien. Du coup, Ariana Grace, à la fin du match, elle vient continuer de lui parler pour tout ce qu'elle lui dit, mais du coup, ça saoule Roxane Perez, du coup, qui agresse violemment Ariana Grace. C'était ok, plutôt intéressant. Les commentateurs qui mettent en avant le fait que Roxane Perez, elle est en train de rigoler et tout, qu'elle a l'air de prendre du plaisir à tabasser Ariana Grace.
Tu dis, est-ce qu'on te lance des pistes pour un futur changement de personnage de Roxane? Hein? On sait pas. Parce que c'est vrai que Roxane, elle a pas changé depuis qu'on la connaît. Alors il y a des moments où elle est un peu plus vénère parce que bah, quand elle se fait sous-estimer, voilà, elle passe en mode guerrière et puis voilà. Mais c'est vrai que son perso n'a pas réellement changé depuis que, en tout cas, bah, depuis que je regarde, donc depuis fin 2022. Voilà. Et puis Halloween Havoc, fin 2022. Ouais, c'était jeté du haut du petit truc là avec Cora Jade. Euh, qu'est-ce que j'ai envie de dire oui, du coup, agression. Comme elle veut pas lâcher, l'arbitre, il dit tout simplement, bon bah, elle a pas voulu m'écouter, elle a pas voulu euh, arrêter de tabasser son adversaire. Du coup, j'inverse les rôles. C'est maintenant Ariana Grace qui a gagné. Du coup, victoire d'Ariana Grace parce que elle s'est fait tabasser après match. Alors, c'est complètement débile. Tout simplement parce que des catcheurs et des catcheuses qui se font agresser par leur adversaire après match, il y en a des tonnes, et des tonnes, et des tonnes. Voilà, même assez récemment, hein, je crois que c'est Tiffany Stratton qui perd sur une roll-up ou un truc comme ça, qui direct après sur le bam, qui dégomme son adversaire, ou des trucs comme ça. Et t'en as plein des matchs comme ça, où au final, je sais pas, genre le Royal Rumble, si on pense au Royal Rumble 2023, Roman Reigns qui gagne, ensuite qui tabasse Kevin Owens avec la Bloodline, puis Sami Zayn qui va trahir la Bloodline. Ok, est-ce que du coup l'arbitre il vient, il fait bon bah du coup Roman Reigns t'as été méchant, donc c'est Kevin Owens qui gagne. Bah non, ça n'a pas de sens de faire gagner juste une personne parce qu'elle s'est fait tabasser après match. Donc ouais, c'est. On verra où ça ira. Qu'est-ce que Shawn Michaels va nous faire pour rattraper cette merde. Mais déjà, quand t'as un match qui est bien sans plus et que tu le termines avec un truc aussi naze, ah, ça fait mal. Hein. Déjà, quand le match a débuté, je me dis, allez, ça y est, on est dans le ventre mou du show. Et en plus, tu fais ça, bof. Vraiment, la pire chose, hein, l'arbitre maintenant qui décide quand qui peut gagner. Maintenant c'est facile. Hein, moi je veux dire, je fais un match, je me laisse perdre. Putain ça bug. Putain c'est revenu. Ouais. Je me dis, moi je fais un match, je me laisse perdre. Ensuite je provoque mon adversaire pour qu'il me tabasse. Et hop là je gagne juste parce que je fais tabasser. Et sinon c'est trop facile si ça se passe comme ça. Je veux dire, il y a des trucs qui vont pas dans le booking de ce match. C'est dommage. Ensuite, on a eu le match entre Tiffany Stratton et Fallon Henley. Donc, le perdant va servir l'eau, donc je crois pendant une journée, un truc, enfin, c'est pas très très long. Soit si Tiffany perd, elle va servir Fallon Henley dans son ranch. Et si Tiffany gagne, du coup, c'est Fallon Henley qui va être juste la servante de Tiffany Stratton pendant un petit laps de temps. Voilà. Et forcément, quand on voit les deux catcheuses, on a tous envie. Alors d'un côté, moi ça me fait chier parce que j'aime beaucoup Tiffany Stratton, mais en même temps, avec son personnage, tu dis on n'a qu'une envie, c'est de la voir perdre. De la voir perdre, de la voir la travailler sur le ranch, de devoir récurer les box des chevaux, tu te dis avec son côté un peu précieuse et tout, t'as tellement envie de la voir là en train de galérer, en train de pester parce que c'est pas du tout dans l'idée de son personnage de faire ce genre de choses. Hein. Et du coup, forcément, tout le monde veut voir Tiffany Stratton perdre. Et d'ailleurs, c'est clairement, pour le coup, là, le meilleur moment où il faut faire perdre Tiffany Stratton. Parce que je pense que la semaine prochaine, on aura des extraits de cette journée de servitude. Et on aura très certainement des moments hyper drôles à regarder. Euh, donc voilà, j'ai assez hâte. Après, en ce qui concerne le match était bon en lui-même, à part la fin, où je suis d'accord avec Total Catch, où la fin c'est complètement du n'importe quoi. Je veux dire, tu sais que si tu perds, tu deviens le servant de l'autre. Enfin, la servante de l'autre. Il me fait chier là, bugger comme ça, lui.
Mais tu sais que si tu perds, tu deviens le servant de l'autre. La servante de l'autre. Putain, en plus, même moi, je bug. Tu deviens la servante de l'autre. Est-ce que tu te dis, bah tiens, comme j'arrive pas à gagner avec telle ou telle prise, je vais chercher une chaise, je vais tabasser mon adversaire avec une chaise, je vais être disqualifié, donc j'aurai perdu le match, et du coup, je vais devenir la servante de l'autre. C'est quoi ce booking? C'est n'importe quoi, effectivement. Je suis pas toujours d'accord avec Total Catch sur certains points, mais alors là, je peux être que d'accord avec lui. Mais pourquoi ça bug? Entre le cas du match précédent, je suis totalement d'accord. Ce match-là, je suis totalement d'accord. Ça commence bien l'année où je commence à être d'accord avec tout le monde, c'est pas bien. Mais là, non, ça n'a pas de sens de tenter. Ça me saoule si ça bug comme ça sur les derniers trucs là. Mais effectivement, ça n'a pas de sens. Quand tu sais que si tu perds, tu deviens l'esclave de l'autre, de dire bah tiens, je vais utiliser un objet qui va me faire perdre. C'est ça n'a pas de sens. Franchement, je n'ai pas compris l'idée qu'ils ont voulu faire derrière ça. En tout cas, on va voir Tiffany Stratton en servante la semaine prochaine. J'ai hâte de voir un peu les petits trucs qu'ils auront filmés, ce sera marrant. Mais la façon dont ça a été fait euh, pour la victoire, pour la victoire de Fallon Henley, je trouve euh, que c'est vraiment vraiment pas bien. Donc du coup, je suis désolé, hein, cette partie-là sur ce, allez, cette partie-là, elle va être un peu remplie de moments un peu de vide, hein. Je sais pas pourquoi, mon Audacity, il bug que sur ce truc-là. Enfin, il a un peu bugué sur d'autres moments, mais très rapidement. Mais là, il arrête pas de bugger sur celui-là. Donc, bon. Euh, on va passer à la suite. Alors, ensuite, on a eu la finale du Breakout Tournament entre Oba Femi et Riley Osborne. Donc moi qui voulais que ce soit absolument ces deux-là qui sont en finale ou Lexi King, histoire d'avoir un gros méchant et qui mette énormément en avant son adversaire qui gagnerait le Breakout Tournament, euh, je suis plutôt satisfait de ce qu'on a eu. Le match en lui-même n'était pas extraordinaire, parce qu'au final ça a été une énorme domination d'Oba Femi. On a eu quelques comebacks de Riley Osborne qui étaient quand même assez intéressants. Mais au final, Obafemi a juste marché sur la compétition pendant quasiment tout le tournoi. C'était hyper intéressant, sauf par moments, là, à deux reprises où il a fait une sorte de prise, gros câlin, là, pour t'exploser le dos. Cette prise, elle est horrible à regarder, et là, pouah, c'est tapé ça pendant pas mal de secondes, trop longtemps, à deux reprises. Franchement, c'était pas top. Après, le reste du match était très bien. En plus, on a une victoire de Obafemi sur sa grosse powerbomb. Ça, c'était cool. On avait, on avait Thea Hale et Jessie Jane qui étaient venus soutenir Riley Osborne. Ça, c'était sympa. Mais du coup, bah, ça n'aura pas suffi puisque Obafemi, juste encore une fois, a marché sur la concurrence et dans ce match encore plus, hein. Il a vraiment tout dominé, quasiment. Les comebacks de Riley Osborne n'ont pas été très très longs et il fallait s'y attendre. Là, tu veux construire un adversaire pour Dragunov. Si Dragunov il conserve contre Rick Williams à son retour, tu es obligé de construire quelqu'un bah, de très fort. Donc, bah, Obafemi, c'était clairement le candidat idéal. De toute façon, pour moi, Obafemi, dès le départ, c'est celui que je voulais voir gagner le plus. Riley Osborne ne m'aurait pas dérangé, mais Obafemi, c'est celui que je voulais voir le plus gagner, donc je suis hyper satisfait de cette victoire. Et bien sûr, je pense qu'Obafemi, hein, vu son personnage, où en plus il veut faire honneur à son pays d'origine, qui est un pays africain, euh, alors, je ne dirai pas le nom parce que je ne sais plus si c'est le Niger ou le Nigeria. Donc, bref. Mais voilà, il veut faire honneur à son pays et tout. Donc, je doute que quelqu'un comme ça, avec des bonnes valeurs et tout, utilise son contrat de manière en traître comme le fait Lola Vice. Donc, voilà. Mais j'ai quand même hâte de voir quand est-ce qu'il va l'utiliser, contre qui va l'utiliser. Enfin, j'ai hâte de voir ça.
Et du coup, main event, pareil, annonce décevante dès le début du show. On nous dit bon ben finalement Ilya Dragunov est pas clear médicalement, donc il peut pas dire catcher. Alors je me dis pourquoi ils ont fait ce segment de merde la semaine dernière où Dragunov lui dit voilà je ferai quand même le match, bam on signe le contrat et tout, pour au final arriver là cette semaine et lui dire bah non finalement il est toujours pas prêt à catcher. Franchement, vous aurez pas dû annoncer le match pour ensuite nous dire bah non finalement il aura pas lieu parce que voir ce match-là on l'attendait tous. Euh, et au final ne pas l'avoir bah ça fait chier. Alors je suis très content de voir Grayson Waller qui est un catcheur incroyable, qui est une des personnes qui est détestable hyper facilement. Mais mais on n'est pas là pour voir ça. En plus, Carmelo Hayes qui a remis en jeu la place de challenger de Trick Williams backstage, c'était assez marrant. De toute façon, on se doute bien que Carmelo Hayes il va turn sur Trick Williams. Moi, j'attends que ça, le moment où Carmelo Hayes va vraiment trahir, mais de manière plus claire, Trick Williams. Pour l'instant, Trick Williams, il se rend pas compte des choses. Il voit ça comme des maladroitesses. Mais en réalité, on voit bien que Carmelo Hayes, lui, tout ce qu'il veut, c'est avoir une chance pour le titre à la place de Trick Williams. Et voilà. Et bon. En tout cas, le match en lui-même entre Trick Williams et Grayson Waller était plutôt sympa. C'était plutôt sympa. Le finish, encore une fois, j'ai pas aimé le finish, mais le match était sympa. On a eu des bonnes attaques des deux côtés. Donc bon, ça allait. Après, c'était pas aussi impressionnant que le début du show, mais ça faisait le taf. Mais après, on a cette fin où Kevin Owens va apparaître et intervenir pour frapper Grayson Waller qui s'apprêtait à faire son stunner euh, pendant justement que Carmelo Hayes détournait l'attention de Trick Williams pour le soutenir. Voilà. Et du coup, au final, euh, Grayson Waller se prend le coup de genou à la volée de Trick Williams et victoire de Trick Williams, voilà, qui conserve sa place de challenger. Voilà, c'était sympa sans plus. Et puis après, je pense que le fait que je ne sois pas dans le train de la hype Trick Williams fait que voilà, je suis pas non plus à fond quoi. J'aime bien Trick Williams, mais je suis pas non plus son plus grand fan quoi. Je suis pas le premier à popper dès qu'il apparaît quoi. Je suis content, j'aime bien qu'il ait été pêché comme ça, mais je suis pas son plus grand fan quoi. J'aime bien sans plus. Surtout que son finisher, je le trouve pas top, hein. Son finisher qui est pas du tout impactant. Moi j'aime bien les finishers qui ont de l'impact. Là le sien il en a pas du tout. Alors après il est très très bien vendu par ses adversaires, mais il en a pas du tout quoi d'impact. Et ça c'est assez dommage. Après on verra où ira Trick Williams, mais voilà. C'est pas mon catcheur préféré de NXT, je pense que vous en doutez depuis un petit moment. Donc, ouais, on termine le show quand même en étant de. Bon, on s'est rattrapé par rapport au Roxanne Perez, Ariana Grace et au Tiffany Fallon, mais on termine pas non plus sur une note extraordinaire, quoi. Du coup, on va conclure d'abord avec les previews. Donc, la semaine prochaine, on aura un match entre The Family contre OTM pour les titres par équipe. Donc, effectivement, ils avaient bien gagné une chance pour les titres en battant Chase University. On aura le Gigi Dolin contre Cora Jade après une altercation backstage. Et on aura le début du Dusty Rhodes Tag Team Classic, dont on a vu certaines équipes déjà se présenter, avec notamment Malik Blade et Idris Enofe. On aura Axiom et Nathan Fraser qui ont décidé de faire équipe ensemble. D'ailleurs, c'était très triste de voir Brooks Jensen derrière en train d'écouter la conversation et quitter la pièce parce que bah, lui, il a plus de partenaire puisque Josh Briggs est parti en run solo. Et on a également une team que j'ai hâte de voir sur le ring, hâte de voir ce qu'ils vont faire ces deux-là. C'est Baron Corbin
en équipe avec Braun Breaker. Qui aurait cru qu'un jour cette équipe existerait? Braun Breaker, Baron Corbin en équipe. J'aurais jamais imaginé qu'une telle équipe puisse exister. Et honnêtement, j'ai que de la hype, hein. J'ai envie de voir cette équipe sur le ring. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Euh, et du coup, je vais revenir vite fait sur Ridge Holland. Parce que, comme je disais, Ridge Holland, dans son interview, il n'a pas dit grand-chose d'intéressant. En fait, il a surtout retraversé sa carrière. Il a parlé de son run à NXT, où il aurait dû... Alors, je sais pas si il aurait dû, ou il a fait partie de l'équipe de Pat McAfee pour les Wargames, mais qui s'est blessé à la jambe et tout ça. Alors, jambe et je sais plus où, machin. Que plus tard, il s'est cassé le nez à Day One en affrontant je sais plus qui, machin. Bref, en fait, il a mis beaucoup en avant ses propres blessures. Il a vite fait dit que oui, bon, ce qu'il a fait à Dragunov, c'était pas voulu. Il voulait sa rédemption, montrer à tout le monde qu'il était capable de le faire, prouver à lui-même qu'il était capable de le faire. Mais en fait, ce qui est intéressant, comme je disais, dans le cas où tu veux faire passer Ridge Holland du côté obscur de la force, c'est que on s'attend à ce que le mec, tu vois, il s'excuse de la blessure de Dragunov. Tu t'attends à ce qu'il parle de la blessure qu'il a donnée à Biggie au niveau de la nuque. Tu vois, tu t'attends à ce genre de choses. Surtout que la blessure de Biggie, elle est réelle. Bon, celle de Dragunov, elle est fausse. Mais celle de Biggie est réelle. Donc tu vois, tu t'attends à ce qu'il se passe un truc qui parle de ces choses-là. Et au final, il va pas du tout le faire. Il va juste parler des blessures que lui-même a reçues. Et j'ai trouvé ça intéressant, comme je disais en intro, c'est dire que si tu es quelqu'un qui n'aime pas Ridge Holland, alors moi j'avoue que j'aime pas plus que ça, mais je le déteste pas non plus. Mais si tu es quelqu'un qui déteste son personnage, qui voilà, tu arrives sur un segment où il est censé, enfin où tu t'attends qu'il s'excuse et tout ça, et que tu le vois juste parler des blessures que lui il a subies, tu te dis mais quel enculé. Le mec il est là, il parle que de ce que lui il a subi, mais il parle pas de ce que les autres, ce qu'il a fait subir aux autres et tout. Franchement, je peux comprendre que si des gens n'aiment pas Ridge Holland, qu'ils ont dû péter un câble devant ce truc, mais moi j'ai trouvé que c'était hyper intelligent parce que déjà d'un côté tu le rends détestable pour ceux qui n'aiment pas Ridge Holland, et de deux, bah, tu montres que bah, Ridge Holland, en fait, c'est un humain comme tout le monde. C'est que certes, il a fait des erreurs en blessant des personnes, notamment en ayant blessé Biggie, et ça, c'est réel, la blessure qu'il a fait à Biggie, qui n'était pas voulue, mais elle est réelle, et la fausse blessure sur, sur Dragunov. Si, Ridge Holland a aussi blessé pour de vrai Elton Prince, des Pretty Deadly, où il l'avait blessé au bras en ratant une prise. Euh, mais bon, c'est quand même moins grave que la nuque de Biggie. Euh, Bref. Mais ce qui est marrant, c'est que ça le rend aussi plus humain. Le fait qu'il parle de ses blessures. C'est en mode, ok, effectivement, j'ai blessé Biggie, j'ai blessé Elton Price, j'ai blessé Dragunov, entre guillemets. Mais moi aussi, j'ai subi des blessures pendant ma carrière. J'ai été blessé au genou, j'ai été blessé au nez, j'ai été blessé là. Et en fait, j'ai trouvé que ça le rendait presque sympathique. Quand t'es comme moi, que tu l'aimes pas, mais que tu le détestes pas non plus, t'es vraiment dans un entre-deux, bah, ça le rend presque sympathique de se dire que effectivement, en fait, c'est juste un homme comme tout le monde qui a également été blessé, qui a fait des erreurs, qui a blessé d'autres catcheurs, ce qui est assez malheureux, mais ça reste qu'un homme. Voilà, c'est comme ça. Et franchement, j'ai trouvé que dans l'idée, c'était très intelligent ce qu'ils ont fait, mais en même temps, voilà, c'était pas non plus le segment de plus incroyable qu'on ait eu, mais c'était quand même pas trop mal. Voilà. Donc pour conclure, j'ai trouvé que New Year's Evil commençait de manière très très forte. Franchement, le début du show, entre la défense de titre de la Valkyria, le match avec la LWO, c'était génial. Et après, pour moi, on a commencé à descendre vers les enfers. C'était moins bien vers le milieu. Et après, sur la fin, on est quand même remonté avec quand même des meilleurs matchs. Bonne victoire d'Obafemi, mais on n'est pas quand même remonté au point du début de show qui était vraiment la meilleure partie du show. Bref. Du coup, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous avez pensé de ce show. Et sinon, on s'est dit à très bientôt. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Ciao tout le monde.